7h36. Bonjour Adrien Gingras. Bonjour Bruce. Votre invité ce matin est Agnès Pannier-Runacher, qui est députée du Pas-de-Calais et ministre démissionnaire. Bonjour Agnès Pannier-Runacher. Bonjour Adrien Gingras. Le nouveau Premier ministre Michel Barnier promet un gouvernement équilibré, représentatif, pluriel, où chacun aura sa place. Est-ce que vous considérez y avoir votre place? Moi, je ne suis pas candidate à ce gouvernement. Je l'ai dit depuis l'élection du 7 juillet, donc ce n'est pas lié à la figure de Michel Barnier. En revanche, je pense que nous avons besoin d'un gouvernement qui soit le plus large possible dans sa représentation et qui aille de la droite jusqu'à la gauche, parce que c'est la condition pour ce gouvernement de rester le plus stable possible dans la durée. Vous n'êtes pas candidate parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne et que vous ne voulez pas donner le sentiment de faire campagne, ou parce que vraiment ça ne vous intéresse plus d'être ministre? Non, je suis consciente du fait que les Français ont demandé un renouvellement de politique. Et un renouvellement de politique, en règle générale, ça veut dire un renouvellement en profondeur d'un gouvernement. Et donc je mets en accord mes paroles et mes actes. Mais donc si certains de vos camarades actuels, je pense à Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu, Catherine Vautrin, restent au gouvernement, vous porterez quel regard? Alors, un gouvernement qui est très large va nécessairement incorporer des gens qui pourraient venir de notre famille politique, puisque nous sommes le trait d'union entre la gauche et la droite. Mais Michel Barnier a très clairement dit que ce n'était pas un remaniement, c'est un renouvellement du gouvernement avec des figures nouvelles. Et au sein même du camp de la majorité, il y a des figures qui peuvent porter, je dirais, notre vision des choses, qui sont des élus locaux, qui sont des députés élus. Mais je pense que c'est important. L'incarnation est importante. Vous dites un gouvernement large. Hier, on entendait des élus des Républicains à droite redire qu'ils ambitionnaient d'intégrer le gouvernement, et on comprend bien massivement. Est-ce que ce serait un problème que les Républicains de droite soient massivement représentés au gouvernement? Bien sûr que ce serait un problème, parce que les Républicains ne pèsent que 47 députés à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire moins de 10%. Parce qu'ils ont fait moins de 10% des voix des Français aux élections européennes, aux élections législatives et encore avant aux élections présidentielles. Donc Michel Barnier, c'est l'homme d'État qui a été commissaire européen 2 mandats de suite et qui était capable de réunir le Parti socialiste européen et le Parti populaire européen, soit la droite et la gauche républicaine au niveau européen. C'est ça qu'on attend, me semble-t-il, de Michel Barnier, pas qu'il permette à sa famille politique qui a eu une perte aux élections de gouverner. Mais il dit j'ai ouvert ma porte, y compris des personnalités de gauche, sauf qu'on n'en voit pas beaucoup des personnalités de gauche qui seraient prêtes à venir. On a même plutôt entendu que des refus publiquement. Mais je crois que Michel Barnier, s'il veut effectivement élargir la base de son gouvernement, doit aussi sans doute préciser quelles sont ses priorités. C'est pourquoi gouverner. Quels sont les 4-5 textes sur lesquels il veut orienter son action, les 5 priorités qu'il se donne. C'est comme ça qu'on arrive à bâtir des coalitions. Mais alors par exemple, hier, il dit son souci, je le cite, de maîtriser l'immigration, mais avec humanité. Est-ce que ça suffit, vous, par exemple, à vous rassurer? Est-ce que c'est de nature, de votre point de vue, à rassurer un centre-gauche, on va dire? Moi, je vais être très concrète. Lorsque j'entends certains élus de droite expliquer qu'ils veulent supprimer l'AME, l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État, je suis contre. Je suis contre, pas parce que je ne pense pas qu'il est important de lutter contre l'immigration illégale, mais parce que l'AME, c'est inutile pour maîtriser la politique migratoire et c'est surtout dangereux pour la santé des Français. Alors vous dites, supprimer, ce serait une mauvaise chose, mais certains disent transformer. Vous parlez des Républicains. Annie Genevard, qui est la secrétaire générale du parti, dit on pourrait la transformer en aide médicale d'urgence. Ça, est-ce que vous vous dites, ça d'accord, pourquoi pas? Mais ça, c'est des mots. L'aide médicale d'État, elle a été réformée il y a quelques années et elle a été recentrée sur des soins d'urgence. Un rapport qui a notamment été coécrit par M. Stefanini, qu'on ne peut pas présenter comme un dangereux gauchiste, dit très exactement... Été, je le redis, secrétaire général du ministère de l'Immigration il y a quelques années, directeur de campagne de Valérie Pécresse, par voilà, notamment. Dit très exactement, en fait, on a surtout besoin de moyens de mettre en œuvre correctement cette aide médicale d'État, de lutter contre les fraudes, de croiser les fichiers. Mais il ne dit pas qu'on a besoin d'une nouvelle loi. Donc, à un moment, Michel Barnier a besoin d'apaiser le pays, il a besoin de rassembler. Il me semble que sur le sujet de l'immigration, pour prendre celui-là, on a besoin de plus de forces de l'ordre sur le terrain, de plus de magistrats dans les tribunaux qui puissent travailler dans de bonnes conditions, pas
de lois supplémentaires qui ne servent à rien. S'il fait ça, s'il fait une suppression, une transformation de l'AME, prenons ce cas-là, parce qu'en 2021, c'était sa position personnelle, la suppression de l'AME, est-ce que c'est un motif de censure pour vous? Est-ce que dans ce cas-là, vous dites, moi je m'oppose et je suis prêt à voter une censure du gouvernement? Enfin, déjà, moi, je m'oppose à ce texte-là et je pense qu'il ne passera pas. Je pense qu'il ne passera pas. Donc, vous pouvez vous opposer à des textes. Je veux dire, Michel Barnier, dans les semaines qui viennent, va proposer des textes de loi et ces textes de loi seront votés. S'ils ne sont pas votés, le sujet est éliminé. On a tout entendu en termes de vocabulaire ces dernières semaines. Je ne vais pas faire l'énumération des mots, mais la cohabitation aurait été le plus clair. Bon, hier, le président de la République lui-même dit on est dans une ère nouvelle qui va nécessiter des compromis. Dans cette ère nouvelle-là, vous vous situez où, vous, dans la majorité ou dans l'opposition ? Je crois que je l'ai dit aussi de manière très claire. Moi, je suis en attente des priorités de Michel Barnier. Je veux que mon pays réussisse. Selon son discours, vous serez majorité ou opposition? Eh bien oui, parce qu'en fait, on est sur un projet. Donc, quel est le projet de Michel Barnier? Est-ce que je m'y retrouve? Est-ce que je peux l'aider en tant que député? Encore une fois, on est 577 députés. Moi, je prendrai toute ma place. Vous savez qu'à l'Assemblée, on s'inscrit majorité ou opposition. Il faudra bien choisir quelque chose. Oui, mais il faudra le choisir sur la base de ce qu'il aura à nous raconter. Et on peut même être en minorité, c'est-à-dire ni majorité, ni opposition. Et c'est là le caractère nouveau de cette situation. C'est-à-dire que tout en n'étant pas un soutien actif du gouvernement, on peut contribuer à le faire réussir, on peut contribuer aussi à peser sur les votes. Et c'est cette posture que je pense importante d'adopter. Vous avez encore besoin, pardon Agnès Pannier-Runacher, vous avez encore besoin de savoir qui est Michel Barnier? Il a 73 ans, ça fait 50 ans qu'il est dans la vie politique. Non, la question n'est pas... On fait une question. On a une idée assez nette quand même de ce qu'il est. Mais on ne sait pas ce qu'il va porter, monsieur Toussaint. Pas grand-chose. Lorsqu'il était à la Commission européenne... À cause de la situation politique. Lorsqu'il était à la Commission européenne, il était capable de faire voter le Parti socialiste et le Parti populaire. C'est ça que j'attends de lui. Et je peux vous dire qu'il ne fera pas voter le Parti socialiste et le Parti populaire sur une énième loi d'immigration qui n'apportera aucun bénéfice aux Français. Ce que je veux dire, c'est que la situation politique le contraint et que ça va être très difficile pour lui de porter énormément de choses. Sans doute, mais s'il prend le sujet du pouvoir d'achat, ou s'il prend le sujet de la santé, ou s'il prend le sujet de l'école, il trouvera des consensus. Je rappelle que la majorité sortante a été capable de faire voter plus de 60 lois. Moi, 60 lois, moi j'en ai fait voter 2, avec près de 400 députés qui le soutenaient. Donc on est capable de le faire, il est capable de faire, en tout cas c'est le pari que nous faisons. D'un mot rapidement, vous parlez du pouvoir d'achat justement, quelles mesures pourraient faire consensus? Vous dites qu'il peut y avoir des oppositions. Il y a notamment dans les cartons du gouvernement sortant, le vôtre, une taxe sur les énergéticiens qui reste à trancher, qui pourrait viser EDF, rapporter 2-3 milliards d'euros notamment. Ça, par exemple, cette taxe-là, il faut la garder ou pas? Cette taxe, elle vise une entreprise qui est 100% publique. Donc on prend de l'argent d'un côté pour le redonner de l'autre. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est une taxe sur l'énergie décarbonée. EDF est un producteur d'énergie essentiellement décarbonée. Ça sert à quoi par rapport au climat? Et surtout, quand vous faites une taxe, il se passe quoi? Vous taxez les Français. Les Français, ils ont envie de payer leur électricité plus cher? Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Ce ne sera pas un projet... Et c'est une taxe sur le nucléaire. Donc c'est totalement absurde. On a compris que c'est non. Merci beaucoup Agnès Pannier-Runacher, merci beaucoup Adrien Gindre.